Avec l'arrivée d'un enfant, tout l'équilibre de la vie familiale est bouleversé. Si les pères retournent rapidement au travail et finalement à leur vie d'avant, pour les mères qui ont vu leur corps énormément changer durant 9 mois, le postpartum représente d'immenses défis, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Dans l'épisode 48, nous avions évoqué avec Douanka Gendreau l'importance de continuer à bouger pour les femmes enceintes lors de la grossesse et de préparer la naissance de leur enfant, notamment en réalisant des exercices spécifiques. Lorsque bébé est là, c'est à ce moment que tout commence réellement. Les parents, et surtout les mères, sont happés par leur nouvelle vie et se donnent corps et âme pour s'occuper de leur progéniture, parfois au détriment de leur propre santé. Étant papa de 2 enfants, j'ai vécu la transformation physique de ma femme durant ses grossesses. J'aurais tellement voulu avoir les connaissances que j'ai aujourd'hui afin de pouvoir l'aider encore plus. L'épisode d'aujourd'hui ne va pas changer ma situation, mais j'espère qu'il aidera un maximum de futures mamans et de papounets dans l'accueil de leur nouvel enfant. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà des murs, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Douanka Gendreau, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? ça va très bien. Je suis ravi de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Cette fois-ci, Oui, pas dédié à la grossesse, mais à ce qui se passe après, la partie pas plus intéressante, mais je dirais c'est la partie qui dure quand même nettement plus longtemps, c'est la partie postpartum. oui, ben en fait, ça dure toute la vie parce qu'une fois qu'on est postpartum, on est postpartum pour toujours parce qu'on pourra plus jamais ne pas avoir accouché. Exactement, ouais, c'est ça, effectivement c'est quelque chose de permanent. Pour les personnes qui ont pas fait ta connaissance lors du premier épisode de podcast qu'on a enregistré ensemble, est-ce que tu peux nous faire un CV Express qui est Douanka? Oui, donc ben, en fait, je suis Douanka Gendreau, physiothérapeute en rééducation périnéale. Donc, vous l'avez peut-être vu à mon accent, mais je travaille au Québec, donc sur la rive sud de Montréal, donc au Canada. Euh, je suis physiothérapeute depuis plus de 10 ans. Je travaille dans une clinique avec une clientèle très variée. Donc, autant je travaille avec les hommes, les femmes, les enfants, donc évidemment toutes les femmes enceintes et les femmes en postnatal, pour tous les troubles de la santé pelvienne. Je suis aussi cofondatrice de Pelvilive, qui est une entreprise qu'on a voulu développer pour augmenter l'accessibilité des soins en santé pelvienne. Donc, c'est des programmes en ligne qui sont à faire de façon autonome et qui sont super abordables et qui sont vraiment de très bonne qualité. Donc, des vidéos, des textes à lire, autant pour tout ce qui a en lien avec la grossesse que ce qui a rapport au postpartum. On a des programmes dédiés plus aux enfants. On couvre aussi les douleurs sexuelles ou les douleurs plus chroniques de la région pelvienne. Puis également enseignante pour la clinique du coureur depuis 2018. Donc, je suis derrière un peu le cours, la course à pied au féminin. Maintenant, on est une grande équipe. Mais voilà, fait que c'est un petit peu tous ces chapeaux-là qui me permettent, ben, qui m'offrent la chance de peut-être discuter avec toi, Hugo, aujourd'hui du postpartum, du lien avec la santé pelvienne, du lien avec le sport, la course à pied, etc. Mm. Génial, je me réjouis en tout cas. Si on prend ton expérience depuis que tu t'es lancé dans l'aventure Pelvilife, tu as parlé de ton expérience, ton expertise que tu apportes dans la clinique du coureur. euh, le thème de la santé pelvienne, si on se projette il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui, donc comment est-ce que cette thématique elle évolue? Est-ce que c'était quelque chose dont on ne parlait pas du tout ou c'est quelque chose où il n'y a pas du tout de recherche? Mais en fait, juste si je pense à mon début de pratique, il y a à peu près 10 ans,
Les femmes qui me consultaient, puis en ce moment-là, c'était pas mal juste des femmes. J'avais très peu d'enfants, très peu d'hommes. Maintenant, les hommes, c'est peut-être 30 de ma clientèle. Les enfants, peut-être 5. Les femmes, c'est le restant. Mais les femmes consultaient parce qu'ils étaient référés par le médecin et ils consultaient pas mal exclusivement en postpartum ou plus tard dans leur vie quand il y avait des symptômes, donc justement une fois qu'ils étaient plus âgés. Au fil du temps, j'ai de plus en plus une clientèle aussi qui va consulter durant la grossesse. Fait que justement, pour tout ce qui est préparation, mais ça, je sais qu'on a couvert dans le podcast précédent. Mais c'est vraiment les gens le consultent de plus en plus, en tout cas au Québec, en accès direct, donc sans référence médicale. Puis, ils vont justement de plus en plus prévenir. Donc, même en postpartum, justement, avant, les gens avaient tendance à plus, mais les femmes avaient tendance à plus consulter quand elles avaient des symptômes. Mais maintenant, j'en ai beaucoup qui viennent se faire évaluer avant de retourner au sport, qui viennent prendre des conseils. Ils n'ont pas de symptômes, mais ils disent juste, je vais comme m'assurer que tout est beau pour, euh, pour essayer de pouvoir retourner à mes activités normales sans développer des symptômes dans le futur. Fait que c'est vraiment, je trouve ça bien parce qu'on est de plus en plus, ben, pas complètement, mais tranquillement pas vite dans une médecine qui est peut-être un petit peu plus tranquillement pas vite préventive. Mais ouais, fait que la clientèle change quand même, mais les gens s'intéressent de plus en plus à leur santé pelvienne. Bah, c'est extrêmement intéressant, donc ça veut dire que le message que toi et puis tes confrères vous véhiculez depuis une dizaine d'années, il commence à porter ses fruits. Et c'est vrai que dès le moment où tu commences à travailler plutôt dans la prévention que dans la réaction, c'est là où tu vois réellement les effets de tes actions. Parce que c'est vrai que des fois, quand les Mhm. gens y consultent en général, c'est enfin, les symptômes, c'est les conséquences qui sont là et puis c'est quand même nettement plus lourd à traiter. Oui, tout à fait. Mm. Là, donc le thème d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez réjouissant. Je suis jeune papa, je vais dire. Ma plus jeune fille a 2 ans, donc j'ai un garçon et une fille. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, que je dis bonjour d'ailleurs au Canada, à Montréal. Je suis jamais allé, je viendrai très certainement un jour. Donc je me rappelle encore de cette douce période où, fraîchement auréolé de mon deuxième enfant, je quitte l'hôpital, le buste bien droit avec ma femme, je lui donne la main, il y a Fière, le tout premier, fière. exactement, tout fier, le landau, etc. Et là, comme tu disais justement en préambule dans l'épisode, commence la partie la plus longue. Une des premières choses qui se passe déjà quand on arrive à la maison, c'est qu'on peut assez facilement se retrouver un peu perdu, parce qu'une fois qu'on a posé l'enfant par terre, etc., chacun a rangé ses affaires, et ben on se retrouve avec quelqu'un, un petit être, dont il va falloir s'occuper pour toujours. Alors c'est une évidence hein, quand on en parle après coup, mais c'est vrai qu'il y a des automatismes à prendre quand même assez rapidement dans cette nouvelle dynamique. Alors pour le premier enfant, ben, on se retrouve à 3, on se retrouve à 4, et il y a un certain nombre de choses qui peuvent changer. Et là, je vais aller directement dans un des premiers dans une première conséquence ou un des premiers événements qui peut survenir à la suite du retour à la maison, c'est un peu le fameux baby blues qui survient avec les mamans. Donc ça, c'est quelque chose, comme tu disais avant, quand on discutait, qui peut entraver, je dirais, le retour en pleine santé ou en pleine forme de la maman. Tout à fait. Mais en fait, c'est souvent, euh, il y a plusieurs facteurs, mais entre autres, c'est comme la chute d'estrogène puis de progestérone qui était tellement élevée durant la grossesse. Donc, c'est pas toutes les femmes enceintes qui se sentent parfaitement bien durant la grossesse non plus, mais de façon générale, c'est au niveau de l'humeur, ça va bien durant la grossesse. Puis là, accouchement, chute de l'estrogène, progestérone. Fait il y a carrément, il y a non seulement, c'est pour les femmes qui accouchent pour la première fois, donc elles deviennent maman, fait que tout comme une redéfinition de son rôle, de apprendre à être maman, tu sais, c'est inné, mais en même temps, avec tous les réseaux sociaux, on se pose tellement de questions, on remet en question notre instinct. Fait que, tu sais, il y a vraiment un chamboulement dans la définition du rôle qu'on peut avoir. Puis, il y a vraiment une façon d'expliquer qui est hormonale, là. Donc, hormonale, il y a une chute de progestérone, d'estrogène. Fait que c'est sûr que ça vient affecter l'humeur. À ça, on ajoute la fatigue.
Donc, le manque de sommeil, les douleurs qu'on peut ressentir après, si on est dans les premiers jours, premières semaines post-accouchement, donc les symptômes ou les douleurs qu'on peut avoir. Fait que le fait que le corps aussi, il n'est pas, après quelques jours après la naissance, il n'est pas de nouveau de retour à ce qu'on pouvait avoir l'air avant de tomber enceinte. Fait qu'il y a plusieurs choses qui, la femme est fatiguée, elle s'ennuie un peu de son haut taux de progestérone puis d'estrogène. Il y a vraiment comme une définition de son rôle. Il y a des femmes qui développent plus ou moins rapidement le lien d'attachement aussi. Fait que c'est sûr que si la femme ressent pas une connexion immédiate, intense, viscérale avec son bébé, ben ça peut lui faire remettre en question. Puis si elle se sent pas bien au niveau de son humeur, puis et qu'elle a des symptômes un peu dépressifs, ben ça peut affecter aussi. Puis tu sais, de façon générale, on sait que ça peut durer durant les 3 premiers mois, donc le fameux 4e trimestre, mais pour certaines femmes, ça peut se prolonger au-delà de ça. Puis justement, certaines femmes vont avoir besoin de plus d'aide puis de soutien au niveau peut-être psychologique là, avec un psychologue ou du soutien avec certaines médications au besoin si l'humeur ne s'améliore pas. Mais c'est sûr que oui, c'est un chamboulement dans une vie, là. Fait que selon le soutien qu'on a autour de nous, ben ça peut nettement affecter, là. Hmm. Donc c'est extrêmement important quand on rentre à la maison justement de savoir prendre du temps. Et ce que je disais, un élément que je disais dans le premier épisode, c'était ce côté justement se sentir coupable. Tu disais justement aussi de pas forcément sentir le lien viscéral directement avec son enfant, se dire ah mais qu'est-ce qui cloche chez moi, qu'est-ce qui va pas. Donc le maître mot de ce début d'épisode, c'est peut-être de dire bah, quand on rentre à la maison, il faut vraiment s'accorder le temps, se poser, laisser à son corps justement digérer tout ce qui vient de se passer et digérer aussi Mhm. cette nouvelle dynamique qu'on a à 3 à 4 et plus s'il y a plus d'enfants. Tout à fait. Mm. Parce que oui, c'est sûr que quand on revient, puis que c'est un deuxième, un troisième, quatrième, etc., ben là, tout est vrai par rapport aux hormones, par rapport à ce qu'on a discuté, mais là, c'est sûr qu'on est déjà maman, fait qu'on Mm. n'a pas autant le chamboulement de définition de son rôle. Tu sais, on sait un petit peu plus où on s'en va. Chaque enfant est différent, mais ça reste qu'on est souvent moins stressé, je dirais, pour un deuxième et plus, parce qu'on sait quand même un petit peu plus où est-ce qu'on s'en va, là, par Mm. rapport à tout ça. Mm. Donc on a parlé de la partie alors, un peu moins réjouissante du côté baby blues, mais il y a également une partie qui est extrêmement négligée. C'est enfin, vraiment la partie postpartum, une fois que la maman elle rentre à la maison et puis que chacun retourne un peu à sa vie. Alors au Canada, vous avez un congé parental qui est juste extraordinaire. En Suisse, c'est de la science-fiction. Et en Suisse, on a actuellement le congé paternité, enfin il y a un congé maternité de 16 ou de 12 semaines, je crois, 16 semaines si les mères elles allaitent. Et puis les hommes ont, alors je crois que c'est passé en votation populaire, ça fait erreur, c'est un mois de congé paternité, ce qui est assez Ouais. extraordinaire quand même. À l'époque de mes parents, c'était un jour, voire certains, ils retournaient travailler le jour même. Donc au niveau de l'après, de l'après naissance de l'enfant, quels sont, je dirais, les premiers signes pour une maman qu'il faut que, enfin pour une maman qui, allez prenons l'exemple de quelqu'un qui n'a pas réalisé les exercices et la préparation, les renforcements du plancher pelvien, quelles sont les premières choses, les premières actions concrètes qu'il va falloir qu'elle entreprenne au niveau de sa santé pelvienne? Ben, d'où l'avantage de s'être préparé avant, parce Mhm. qu'en fait, si elle s'est préparée avant le dernier rendez-vous ou via notre programme, il y a vraiment un gros bloc, ça va être des conseils pour le postpartum. Fait que justement, c'est que quasi dès le lendemain, 2, 3 jours après son accouchement, il y a des choses qu'elle va pouvoir commencer pour essayer de prévenir les symptômes qui peuvent arriver. Mais c'est certain qu'on conseille aux femmes, autant que ce soit en prévention, que si la femme, elle a par exemple des lourdeurs au périnée ou des fuites urinaires, on conseille vraiment qu'elle commence un renforcement du plancher pelvien. Donc, on en a parlé un petit peu dans l'épisode précédent, mais on va vouloir qu'elle vienne réactiver sa musculature du plancher pelvien, donc via des exercices de renforcement. Donc, elle va venir contracter, relâcher, elle va tenir des exercices qui peuvent être similaires, mais qui vont être adaptés plus au fait que si elle a accouché par voie basse, ben, il y a eu
carrément un trauma dans la région. Donc, ça se peut que les muscles soient un petit peu plus faibles que ce qu'ils étaient rendus à la fin de la grossesse. Fait qu'on peut rendre le programme un petit peu plus facile, puis après, on réaugmente graduellement. Puis aussi, tu sais, si on pourra en parler après, mais c'est tout aussi pertinent après une césarienne de faire une rééducation. C'est tout aussi pertinent. Euh, en fait, dans les deux types d'accouchement, on veut à un certain moment donné, en général, ce qu'on dit, c'est que dès qu'on est capable de contracter les muscles du plancher pelvien et que ça fait pas de douleur, en général, dans la première semaine, c'est possible pour la majorité des femmes, même celles qui ont des déchirures plus importantes au périnée, elles peuvent reprendre un certain niveau d'exercice de renforcement. Donc, plus tôt elles reprennent, ben, plus elles diminuent leur chance d'avoir des symptômes de lourdeur qui persistent, des symptômes de fuite urinaire qui persistent, puis elles s'assurent de redévelopper tout de suite de bons réflexes au niveau du plancher pelvien. Donc, elles peuvent se remettre à contracter leurs muscles si elles viennent tousser, éternuer, si elles soulèvent le banc de bébé. Donc, vraiment, d'essayer de venir soutenir, puis c'est ça, de recommencer une certaine activation du plancher pelvien. On peut aussi travailler sur la respiration. Donc, d'aller venir faire des contractions, par exemple, coordonnées sur l'expiration pour ramener un réflexe qui est existant avant l'accouchement là, chez tout le monde, mais pour la femme. Tu as parlé, alors on a effectivement dit que l'idéal c'était d'avoir réalisé ces exercices et cette préparation avant l'accouchement, mais alors je prétends pas être tout le monde, mais en tout cas dans mon milieu de personnes que je connais et qui ont eu des enfants, j'ai rarement entendu que ce soit parler de musculature ou de prehab ou de rehab du plancher pelvien. Donc, quels seraient peut-être les symptômes qui nous feraient remarquer, justement, qui pourraient faire remarquer aux femmes qu'elles ont une légère... Alors, tu as parlé des fuites urinaires, des lourdeurs, etc. Mais est-ce qu'il y a déjà des pré-symptômes qui pourraient nous indiquer, ou en tout cas nous alerter qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose? Mais c'est sûr que je dirais que c'est bon, outre qu'on conseille pour toutes les femmes en prévention, ben, une femme, c'est ça, qui a des fuites urinaires, autant que ça soit dans un contexte d'effort, donc qu'elle tousse, qu'elle éternue, elle marche, ça coule, qu'elle a envie de pipi, donc plus dans un contexte d'urgence, elle a envie de pipi, l'urgence arrive, puis ça coule. Ça peut être simplement une hyperactivité de la vessie. Donc, l'impression qu'on a toujours envie de pipi. Il n'y a pas de fuite, mais on a toujours, depuis l'accouchement, envie de pipi. Il y en a que c'est l'inverse, ils ont moins envie de pipi, fait qu'ils ressentent moins. Fait que ça, c'est une forme de rééducation aussi qui doit être faite. Les lourdeurs ou carrément d'avoir un prolapsus, donc un organe qui descend, donc pas simplement une sensation de lourdeur, mais vraiment comme une descente. Des douleurs aux cicatrices, donc douleurs aux cicatrices de la région du périnée, douleurs aux cicatrices à la cicatrice de la césarienne, douleurs aux relations sexuelles, donc du retour aux relations qui se fait quand la femme et le couple se sentent prêts, mais qu'il y aurait des douleurs qui sont persistantes, qui peuvent être expliquées par de la sécheresse, qui peuvent être expliquées par des adhérences cicatricielles, par des tensions musculaires, etc. Des douleurs musculo-squelettiques, donc des douleurs au bassin, au pubis, au bas du dos, qui sont comme persistantes. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres choses à faire, évidemment, mais d'aller stabiliser. Quand on parle du plancher pelvien, il y a 4 rôles principaux. Il y a plus de rôles que ça, mais il y en a 4 principaux. Donc, assurer la continence urinaire, assurer le soutien des organes pelviens, assurer le confort aux relations en étant ni trop tendu, ni trop contracté. Donc, ni trop contracté, on veut pas de douleur, puis ni trop relâché, pardon, pour qu'il y ait quand même des sensations. Parce que si le muscle est trop relâché, ben la femme pourrait ne pas avoir de sensations agréables. Donc, elle a pas de douleur, mais elle ressent pas bien durant les relations. Puis, stabilisateur de la région lombo-pelvienne en étant en synergie avec les autres muscles du corps. Fait que quand on pense à tous ces rôles, ben si on a un symptôme parmi tout ça, ben c'est sûr que ça, c'est un signe qu'on a besoin d'une rééducation abdomino-pelvienne. Puis en postpartum, je parle souvent en plus de rééducation abdomino-pelvienne parce qu'on veut aussi aller rééduquer l'abdomen. Donc, on veut aller retrouver le contrôle du transverse de l'abdomen. On veut même aller retrouver le contrôle au niveau des fessiers, des muscles du bassin qui, à cause des changements posturaux, vont avoir perdu de leur efficacité. Puis tout ça, toute cette musculature-là, ben, est essentielle pour un retour au sport aussi.
Puis sinon, comme autre symptôme, ça pourrait être des plaintes un peu d'inconfort ou de relâchement là, au niveau de l'abdomen ou carrément de diastase, donc de séparation au niveau des grands droits de l'abdomen. Hmm. Si on prend des douleurs qu'on entend souvent, euh, est-ce que les douleurs de dos peuvent également justement, pourraient justement également être expliquées par des problèmes de plancher pelvien faible ou pas forcément? Vers C'est le bas du pas, dos, le coccyx par exemple. c'est pas clair dans la littérature officiellement. Tu sais, le lien est pas nécessairement direct de un plancher pelvien faible mène à des douleurs. Mhm. Par contre, c'est sûr qu'on voit souvent que des femmes qui ont des troubles de douleurs au niveau du pubis, du bassin sacro-iliaque, euh, hanche, bas du dos, peuvent avoir des muscles qui sont faibles, des muscles qui sont trop relâchés ou des muscles qui sont trop tendus. Fait qu'autant une hypotonie, une hypertonie d'une certaine façon, que une musculature qui est faible, qui est pas assez efficace, pas assez réflexive. Fait que je dirais que je pense pas qu'on peut dire qu'il y a un lien de cause à effet, mais je pense qu'on peut dire que oui, ça nous arrive quand même souvent de trouver les deux. Puis, on va travailler le renforcement en travaillant un paquet d'autres choses, posture, respiration. euh, Par exemple, travailler parfois la mobilité aussi de certaines régions, puis que ça va aider à rétablir les symptômes. Puis il y a aussi l'allaitement qui va tu sais, faire en sorte que c'est vraiment difficile de comprendre exactement ce qui se passe dans la récupération hormonale post-accouchement. Puis c'est encore plus complexe quand on rajoute l'allaitement, mais il semble qu'il y a quand même une persistance de laxité au niveau des tissus durant la période de l'allaitement qui fait en sorte que les muscles sont peut-être un peu moins efficients, que la femme est un peu plus prédisposée à avoir des blessures de type musculo-squelettique, voire même des fractures de stress là, ou des choses comme ça. Donc, c'est différents symptômes, puis justement, on veut pouvoir suivre tous les différents symptômes pour pouvoir bien les adresser. Hmm. Tu parlais avant de douleur à la cicatrice pour les femmes qui ont eu des césariennes. Alors, nous avons été confrontés 2 fois à ce cas de figure-là. Euh, Mhm. pour des femmes qui ont subi une césarienne, est-ce que la musculature du plancher pelvien, enfin, c'est comme, on vient quand même couper une partie, etc. Il y a quand même une cicatrisation. Mais est-ce que la musculature du plancher pelvien va se faire de la même manière ou est-ce qu'on va perdre quand même un petit peu une certaine capacité, une certaine élasticité à vie dans cette région-là? Mais en fait, c'est sûr que quand on parle de la césarienne comme telle, tu sais, on va passer à travers 7 différentes couches de tissu. Mm, Les abdominaux, donc les grands droits, ne sont pas comme coupés. Ils mm, vont vraiment aller au niveau de la ligne blanche. mhm, Fait que c'est sûr que oui, il y a une efficacité au niveau de la musculature des abdominaux qui va être moins présente, mais qui va se récupérer. Puis oui, la cicatrice, c'est quand même une cicatrice qui est profonde. Si la femme, elle a tendance à faire plus des cicatrices adhérentes, mais ça peut vraiment affecter à plus ou moins long terme la mobilité dans cette région-là. Mais dans la césarienne, à moins qu'il y ait eu une poussée qui a été amorcée en espérant initialement accoucher par voie basse, euh, ben, en fait, s'il y a pas eu cette poussée-là, ben, le plancher pelvien est préservé de la naissance. Donc, il n'y a pas eu le traumatisme de la naissance qu'on dit que par voie basse, si on accouche, on a un étirement du plancher pelvien de à peu près 2,5 fois. mhm, Fait que si on donne pas naissance par voie basse, le plancher pelvien est préservé. Par contre, la femme, elle a été enceinte aussi. Donc, la femme qui a vécu la césarienne, elle a une incision au niveau de l'abdomen qui fait en sorte que son transverse de l'abdomen, qui est synergique avec le plancher pelvien, va être moins efficace. Ses abdominaux superficiels vont être moins efficaces. Puis, elle a aussi, dans le fond, été enceinte. Donc, elle a eu le poids du bébé sur le plancher pelvien. Elle a eu les hormones de la grossesse. Elle a les hormones du postpartum. Mais les changements posturaux, tout ça, qui fait en sorte que son plancher pelvien est quand même moins efficace que si elle n'avait pas été enceinte. mhm. Mais la césarienne est quand même protectrice de la région du périnée parce qu'il n'y aura pas de cicatrice au périnée. Il n'y aura pas il y aura généralement pas eu de poussée durant l'accouchement parce que la femme, en général, on espère que c'est pas rendu à pousser très, très longtemps avant de terminer en césarienne. Malheureusement, ça arrive à l'occasion, mais c'est quand même assez rare. Donc, c'est ça. Fait que
oui, on veut faire une rééducation abdominopelvienne après une césarienne aussi, mais on peut quand même se dire qu'il y a un aspect où la musculature du plancher pelvien spécifiquement a été préservée. Par contre, les abdominaux sont un peu plus affectés en général après une césarienne versus un accouchement vaginal. Mm. Et puis, également dans les ressources que j'ai consultées avant cette vidéo-là, tu parlais avant des fuites urinaires. J'ai vu quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est pas forcément en lien dans la suite, mais je trouvais ça hyper intéressant d'en parler. C'était ce fameux symptôme de besoin d'aller aux toilettes, mais de moins boire. Mhm. Est-ce que tu peux nous retracer le récit de cette vidéo parce que j'ai trouvé vraiment fascinante. En fait, par rapport au fait que euh, la femme va ressentir moins les envies ou par rapport à la quantité de liquide? À la quantité de liquide, absolument. Et puis tu parlais que OK. les femmes qui vont moins boire, enfin qui vont ressentir cette sensation-là, elles vont peut-être moins boire. Et puis, je sais plus si le terme c'était juste élasticité de la vessie. Oui, la compliance, la Voilà, la compliance. compliance, c'est ça. Donc, en fait, c'est que oui, en effet, tu sais, quand on pense aussi à la femme qui allait, qui est juste en postpartum, tu sais, on veut aller chercher un apport en liquide qui est suffisant, Mm. donc qui dépasse les 2 litres d'eau par jour, puis qui peut même aller vers le 2,5, 3 litres quand on allait. Mais en fait, c'est essentiel d'avoir un bon apport liquidien parce que, puis en fait, c'est que tout le monde, pas juste les femmes en postpartum, mais quand on a des fuites urinaires, on dirait qu'on a le réflexe de se dire, ben, si je bois moins, ben, je vais en avoir moins. Mais le parfait exemple, c'est que j'ai tellement de femmes qui sont actives, postnatales ou pas, qui s'entraînent puis qui disent, ben, tu sais, j'arrête de boire avant de m'entraîner. Fait que je fais pas, pourtant, j'ai soif quand je m'entraîne. Je fais pipi juste avant de m'entraîner, puis pourtant, j'ai quand même des fuites après. Fait que c'est pas, ça règle pas le problème de diminuer ses liquides, voir que ça peut empirer. Puis c'est justement, c'est une vidéo récente que j'ai faite, euh, qui expliquait que la vessie, dans le fond, normalement, quand elle se remplit, donc si on boit du liquide, idéalement, on veut que nos liquides aient un apport qui est pas c'est pas des irritants au niveau de la vessie. Puis on veut que ce soit comme régulier dans la journée. Donc, on veut pas prendre 500 millilitres d'un coup. On veut que l'apport soit comme fractionné. Puis les uretères vont produire, dans le fond, au niveau des reins, il va y avoir la production d'urine, ça va se déverser dans la vessie. Puis là, on a un sphincter qui dit, ben si techniquement on est comme pas dans un endroit où on a accès à une salle de bain, ben le sphincter va se contracter pour que la vessie, l'urine reste dans la vessie. Donc la vessie, si on fait pipi, elle va se vider, puis elle va comme un peu se replier sur elle-même. Puis quand elle se remplit, elle devient comme un plus gros ballon, puis elle devient comme qu'elle contient l'urine. Moins on boit, plus on se retrouve avec une urine qui est concentrée. On prédispose nos chances d'avoir, on a plus de chances d'avoir une infection urinaire. Puis, en plus, l'urine plus concentrée est plus irritante, donc ça augmente nos chances d'avoir des fuites. Fait que première chose qui est pas, qui est pas efficace pour essayer de diminuer les fuites en diminuant les liquides. Puis, en plus, à long terme, on va perdre la compliance. Donc, la vessie, si elle s'étire moins, que le ballon ne devient pas complètement gonflé, donc, elle s'étire moins, mais elle va toujours quand même atteindre sa capacité de se remplir, mais elle va se remplir plus vite. Mais elle va quand même signaler une envie, puis il va quand même avoir des fuites. Fait qu'au contraire, dans la majorité, ben, presque dans pas mal dans tous les cas, les femmes qui ont des troubles au niveau de la perception des envies, donc autant des urgences ou qui manquent de sensations ou qui ont des fuites urinaires, on va toujours vouloir aller normaliser la quantité de liquide. Puis aussi, la constipation, c'est l'ennemi numéro 1 de la santé pelvienne. Fait que si on s'hydrate bien, ben, on diminue quand même nos chances de souffrir de constipation. Il y en a que c'est une problématique qui est plus complexe que ça, mais si on ne boit pas assez, définitivement, ça va nous prédisposer à avoir la constipation aussi, ce qui va nuire à la santé pelvienne. Effectivement, c'est contrairement à l'effet inverse qui est recherché. Donc, continuer à bien s'hydrater, enfin s'hydrater normalement, en fait, c'est le Tout à meilleur fait. moyen, hein, effectivement. Le Si, meilleur moyen pour normaliser les sensations, puis s'assurer que la vessie et les compliants sont capables de se remplir et de se vider. mhm. Si on revient dans la partie postpartum et reprise
de l'activité physique. Donc, Mhm. j'ai compris qu'il y avait une certaine notion de progressivité, réaliser des exercices de musculation du plancher pelvien. Est-ce que c'est des exercices qu'il faudrait réaliser à vie? Parce que je m'explique, j'ai le syndrome, alors comme beaucoup de monde, j'imagine, quand on va chez un physiothérapeute ou un ostéopathe, il va nous donner systématiquement une vingtaine d'exercices. Et nous, plein de bonne volonté, on va rentrer à la maison en se disant qu'on va faire ces 20 exercices. Alors la première fois on en fait peut-être 20, le deuxième jour on en fait 3, et puis une semaine après il n'y a plus personne. Donc est-ce que les exercices préventifs pour le plancher pelvien, c'est quelque chose qu'on devrait faire toute la vie? La littérature semble démontrer que les femmes qui ont eu des symptômes durant durant leur vie auraient avantage à continuer, donc fuite urinaire, lourdeur, auraient avantage à continuer à long terme. Mais encore là, quand on parle à long terme, on peut réduire à raison de 1 à 3 fois semaine. Euh, mais les femmes qui n'auraient pas eu de symptômes peuvent faire la rééducation puis pourraient cesser d'une certaine façon. Mais c'est sûr qu'on parle au moins d'un genre de 3 mois intensifs, une autre forme de marathon. Donc, 3 mois intensifs où les exercices devraient être faits tous les jours pour pouvoir avoir une amélioration. Puis encore là, notre but, c'est à travers les différentes formes d'exercices, donc autant ce que je fais en clinique que via les programmes en ligne, c'est d'accompagner vers, oui, de l'hypertrophie. Donc, on veut aller chercher plus de fibres musculaires, qu'elles soient plus efficaces, qu'elles soient plus endurantes. Et on veut aussi aller chercher plus d'aspects réflexes. Donc, on va travailler sur la respiration. On va aller travailler sur la respiration en faisant des mouvements de squat, etc., pour amener comme le volet réflexe. Puis ce volet réflexe-là, après, s'il est bien rééduqué, ben juste le fait de respirer naturellement ou d'aller chercher dans des contextes précis, les muscles vont s'engager. Fait que c'est sûr que quand je dis pour les femmes qui n'ont pas eu de symptômes, puis qu'on est plus en prévention, puis qu'on la littérature soutient pas qu'il faut continuer à long terme. Mais par contre, je leur dis aussi de, tu sais, de pas oublier que c'est une musculature qui existe, de pas faire comme si on n'avait jamais entendu parler, puis de pas hésiter à y éternuer, de venir contracter, ou à certains moments clés, de venir engager leurs muscles. Mais ils n'auront pas nécessairement besoin de continuer 3 séries de 10 répétitions d'un certain nombre de secondes dans telle position. Tu sais, ils peuvent y aller un peu plus dans la fonction, puis dire, ah, ben ici et là, je viens contracter. Puis pour les femmes qui ont eu des symptômes, ben, c'est sûr qu'ils ont plus de risques d'en redévelopper dans le futur avec l'âge, parce que l'âge est quand même un facteur de risque, l'arrivée de la ménopause avec le chamboulement hormonal. Il y aurait peut-être avantage à maintenir 1 à 3 fois semaine un programme un petit peu plus robuste. Mais oui, je suis complètement d'accord que à un moment donné, la motivation peut être un peu moins au rendez-vous. Ça peut être plus difficile de maintenir une adhérence Hmm. aux exercices. Hmm. Et puis si on continue progressivement donc dans la reprise sportive, donc on a franchi avec courage le fameux quatrième trimestre. euh, Au niveau de la reprise sportive à proprement parler, est-ce que on peut reprendre n'importe quel sport sans risque après l'accouchement, ou est-ce que justement, alors il y a cette notion de progressivité, mais est-ce qu'il y a quand même des sports ou des activités à éviter tout de même? Je pense que ça dépend. Il y a pas. Tout dépend de comment s'est passée la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Donc, moi, dans ma réflexion, tu sais, il y a pas de. Il y a des femmes qui vont pouvoir, je prends la course, par exemple, qui vont pouvoir recommencer à courir aussitôt que 4 à 6 semaines post-accouchement, alors que d'autres, ça va prendre 6 mois, alors que d'autres, ça va prendre un an. Les raisons sont multiples, dans le sens que comment s'est passée la grossesse? Est-ce qu'il y a eu des complications de grossesse? Est-ce que la femme, elle était active? Est-ce que la femme, elle courait? Est-ce que la femme, elle faisait comme le sport qu'elle veut reprendre comme rapidement après l'accouchement? Euh, c'est vraiment de se questionner un peu comment s'est déroulé grosso modo la grossesse. Ensuite, comment s'est déroulé l'accouchement? Est-ce que ça a été une césarienne? Est-ce que ça a été un accouchement par voie basse? Est-ce que ça a été comme ça a commencé par voie basse et fini en césarienne d'urgence? Est-ce qu'il y a eu des complications? Est-ce qu'il y a eu forceps ventouse? Est-ce qu'il y a eu une épisiotomie? Est-ce qu'il y a eu une hémorragie après? Est-ce qu'il y a eu une rétention placentaire? Est-ce qu'il y a eu une infection après? Tu sais, vraiment de voir comment s'est passée la naissance. Puis ensuite, tout le postpartum. Donc, comment ça va au niveau physique? Donc, est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des sensations physiques de lourdeur, de fuite urinaire? Est-ce qu'il y a, au niveau du moral, est-ce qu'il y a des symptômes dépressifs?
Est-ce qu'il y a une fatigue extrême? Est-ce que tu sais, il y a un apport énergétique suffisant? Donc, la femme s'hydrate et se nourrit convenablement. Tu sais, il faut penser vraiment à tout, 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 tout. Puis, une fois qu'on s'est questionné sur tout ça, ben là, on peut se dire, ben, ce serait quoi qui serait approprié ici, maintenant, de recommencer. Puis c'est clair que moi, ça, c'est ma réflexion comme plus par rapport à l'histoire, mais évidemment, je vais faire mon examen physique pour pouvoir voir, tu sais, est-ce que réellement il y a des tensions musculaires, est-ce qu'il y a des faiblesses très importantes, de respiration, posture, etc. La cicatrice, pour voir si c'est approprié de recommencer le sport et si oui, à quel moment. Mais c'est vraiment cette réflexion-là qu'il faut faire. Fait qu'il n'y a pas vraiment de comme à partir de 6 semaines, tout le monde peut faire n'importe quoi. Et il faut le faire graduellement. Euh, Plus on a été inactive et sédentaire durant la grossesse, ben, plus le retour risque de se faire de façon plus graduelle et lente et peut-être plus tardivement parce qu'il va falloir attendre que le corps soit prêt. Plus l'accouchement a été difficile, donc où il y a eu des complications, ça pourrait affecter le retour aussi, mais on va se fier aussi aux symptômes qui sont présents. Puis ce qui est intéressant d'y aller graduellement puis lentement, c'est qu'on va voir aussi, on va être à l'écoute du corps, puis il va nous signaler s'il y a quelque chose qui convient pas. Donc, par exemple, si je reprends la course en programme fractionné, donc je fais alternance de marche-course, un peu comme via le cours de la clinique du coureur, là, la course au féminin, on a fait des programmes qui sont, dans le fond, fractionnés pour le retour au postpartum. On a 5 niveaux de programme, fait que c'est super intéressant selon l'état de comment s'est déroulée la grossesse, l'accouchement et le postpartum. On peut donner un programme qui est plus ou moins difficile, mais on favorise beaucoup le retour en fractionné. Donc, commencer par marcher, courir. Puis ce que ça fait, c'est que ça permet non seulement des périodes de repos, mais ça permet aussi au corps de pouvoir envoyer des signaux. Donc, si par exemple la femme elle s'entraîne, elle fait 5 fois 1 minute de course, 1 minute de marche, puis que vers la fin, elle commence à avoir des fuites, ben le corps, c'est comme s'il dit, ah, ben là, c'est comme peut-être un peu difficile. Fait que peut-être la prochaine fois, elle pourrait faire 3 à 4 fois 1 minute, 1 minute et laisser le corps s'adapter. Fait qu'on veut éviter dans le sport de juste rien faire. C'est une femme qui dirait, ah, ben, je veux me remettre à bouger, puis là, il va trop rapidement. Puis là, elle a des symptômes, ben là, elle se dit, ah, ben, je vais juste plus rien faire. Ben non, le corps s'adaptera pas. Si on fait rien, le corps s'adapte pas. Puis si on en fait trop, ben, le corps dépasse sa capacité d'adaptation. La marche, ça peut être évidemment un bon moyen de se remettre quand même en activité après la naissance. La randonnée, la montée en randonnée va comme favoriser la récupération au niveau du plancher pelvien. La descente, c'est sûr qu'il faut être un petit peu plus prudent parce que ça va augmenter l'impact au niveau du plancher pelvien. Fait qu'on veut vraiment y aller un petit peu plus lentement. Mais c'est toutes des choses qui vont pouvoir aider à la récupération. Mais oui, la clé, c'est graduellement, puis d'être à l'écoute des symptômes. Donc, s'assurer que le retour à l'entraînement ne mène pas à des fuites urinaires, des lourdeurs périnéales, des douleurs au périnée, à la cicatrice de césarienne ou des douleurs au niveau musculo-squelettique. Donc, autant pendant l'entraînement qu'après. Donc, si on n'en avait pas dans notre quotidien, puis que là, on a recommencé l'entraînement, on est rendu à 10 minutes de course continue, puis que là, on se met à avoir des lourdeurs à chaque soirée, ben il faut voir est-ce que ça peut venir de la course ou finalement, c'est parce que le bébé a des coliques, qui est plus difficile, puis il est toujours en porte-bébé. Et des fois, ça peut être la faute du sport, mais des fois, c'est aussi la faute de quelque chose d'autre qui arrive dans le contexte familial. Tu as parlé très justement de ce fameux diagnostic qu'il faut faire, de comment on se sent, de ce diagnostic au niveau du plancher pelvien, de faire des radios. Euh, pour les incultes, les profanes comme moi, c'est quoi comme genre de métier qu'on recherche? Alors autant chez la gynécologue, j'imagine qu'elle va être très spécialisée dans, alors, je vais dire, gynécologique, mais là tu m'as parlé de sensations, enfin de pratiques sportives, donc il ne faut pas uniquement être un gynécologue pour pouvoir déjà dans un premier temps dire ok vous pouvez reprendre votre sport et puis faire ce fameux diagnostic pour voir s'il y a des éventuels traumas, si il faut spécifier, enfin s'il faut faire un exercice plus spécifiquement qu'un autre, c'est chez qui qu'il faut se rendre? Mais il faut vraiment aller voir une physiothérapeute en rééducation périnéale ou je Mhm. pense que dans certaines régions de l'Europe, on parle plus de kinésithérapeute. Fait Mhm. que physiothérapeute ou kinésithérapeute selon
selon le pays en rééducation périnéale. Donc, c'est quelqu'un qui va faire, qui est dans le fond, je peux dire, un expert de la condition musculo-squelettique de la région pelvienne. Donc, il va pouvoir faire une évaluation et guider dans le retour à l'activité, puis soutenir ça d'exercices au niveau de l'abdomen, du plancher pelvien et autres muscles si besoin, pour vraiment bien planifier le retour à l'entraînement. Et d'avoir une évaluation qui est appropriée, mais oui, par une évaluation qui va impliquer un examen gynécologique, si on peut dire. On a de nouveau parlé d'un sujet qui est extrêmement vaste, et puis c'est vrai que s'il y a deux choses que je retiens vraiment de cette discussion-là, c'est le côté individuel. Alors j'ai très souvent entendu, ça dépend, et puis c'est un peu chacun son histoire. Alors pour moi qui adore appliquer les recettes de cuisine, c'est un peu comme devoir apprendre à cuisiner sans forcément connaître la recette. Donc c'est vraiment quelque chose de si individuel que ça, ce retour à l'activité physique postpartum. Oui, je dirais oui. Puis le danger, c'est de penser que c'est pas individuel et donc justement de se dire, ah, ben, tu sais, j'ai eu le OK de mon médecin à 6 semaines, je peux recommencer ou mon ami a recommencé à 5 semaines, c'est sûr que moi aussi. Tu sais, chaque femme a son histoire de grossesse, d'accouchement, de naissance, de postpartum. Fait que justement, on n'a pas le choix d'individualiser. Puis oui, si on peut dire, recette dans le sens que on va aller, euh, on va aller évaluer la même région, mais tu sais, les exercices vont dépendre de qu'est-ce que la femme a besoin. Le retour au sport va dépendre de ce qu'elle a besoin. Puis ça va être très, très adapté. Oui, on veut vraiment personnaliser. Oui, tout à fait. Bon, Une recette sur mesure chaque fois. oui, voilà, une recette sur mesure à chaque fois. Après, chacune peut aller consulter, donc je le répète, les ressources que Pelvilife a mis à disposition. Donc je mettrai le lien vers ces ressources qui sont très bien faites. Et puis également sur les vidéos YouTube que j'ai parcouru avec grand plaisir en préparation de cet épisode-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui est extrêmement vaste et très très complexe. Alors on a un peu survolé le thème, mais j'imagine que les découvertes scientifiques et puis les évidences, elles vont croître avec le temps. Et puis ce qui est certain, c'est qu'on sera à l'affût des découvertes. Et puis je ne manquerai pas de te recontacter dès que je sentirai qu'il y a quelque chose qu'il faut partager avec la communauté. Je te remercie Super. infiniment, Danka, d'avoir consacré ce temps-là. Et puis, je me réjouis d'avoir les retours sur ces 2 épisodes qu'on a enregistrés ensemble. Excellent. Mais merci beaucoup de l'opportunité et de l'invitation. Porte-toi bien et puis salutations au Québec. Oui, merci. Toi aussi. Ciao. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.